À l'époque, on le considérait comme le pire écrasement de l'histoire de l'aviation commerciale. C'était une scène apocalyptique. En 1974, plus de 300 personnes sont mortes lorsque leur avion est littéralement tombé du ciel. There's barely anything left here that's recognizable as being a part of an aircraft. On ne pouvait poser le pied nulle part sans avoir peur de fouler les restes d'un être humain. Étrangement, l'explication du désastre a atterri à des milliers de kilomètres de là, dans la ville de Windsor, en Ontario. Un jour, cette preuve inusitée va raconter l'histoire d'un écrasement qui aurait pu être évité. Le 12 juin 1972, un nouvel appareil de la flotte d'American Airlines est arrêté sur une piste de l'aéroport de Détroit, dans le Michigan. Page? Un DC-10 flambant neuf accueille les passagers du vol 96 avant le décollage. Le commandant Bryce McCormick et son copilote Paige Whitney sont à bord de l'avion depuis plusieurs heures. Parti de Los Angeles, le DC-10 fait escale à Détroit avant de continuer jusqu'à Buffalo. All right, sir. McCormick pilote l'avion depuis son décollage de la Californie et Whitney doit prendre la relève jusqu'à la prochaine escale. Les deux hommes veulent passer le maximum de temps aux commandes car aucun d'eux n'a volé plus de 75 heures à bord d'un DC-10. C'est le cas de la plupart des pilotes, puisque ces appareils sont encore rares dans l'aviation commerciale. En 1972, le DC-10 vient d'être mis en circulation. À l'époque, c'est le dernier cri des avions de passagers. Sa silhouette et sa taille le distinguent des autres avions de ligne. Ce n'est pas étonnant, la société McDonnell Douglas a consacré plus d'1 milliard de dollars à sa conception. À la fin des années 60, McDonnell Douglas, Boeing et Lockheed se disputaient l'honneur de sortir le premier gros porteur sur le marché. McDonnell Douglas s'est donc empressé de mettre le DC-10 en production le plus rapidement possible. La société ne pouvait se permettre le moindre retard causé par des problèmes de conception. Le transporteur American Airlines est l'un des premiers à se procurer quelques-uns de ces avions. Les passagers du vol 96 voyagent à bord du 5e DC-10 sorti de la chaîne de production. Cydia Smith vient de recevoir la formation nécessaire pour en devenir l'agente de bord en chef. J'étais très excitée, non seulement de voler à bord d'un des premiers gros porteurs de l'industrie, mais aussi parce que j'allais diriger le personnel de cabine d'un gros avion de ligne. J'en rêvais depuis longtemps. Okay, you got it? Okay. Hand on the wheel. I got you. V1, rotate. Peu après 19 heures, le vol 96 décolle de l'aéroport de Détroit. Quelques minutes après le décollage, l'avion est déjà à 3500 mètres d'altitude et il survole la ville de Windsor, en Ontario. J'étais assise. Et comme le commandant avait éteint la consigne lumineuse de bouclage de ceinture, je me suis levée pour me rendre à l'office. L'avion grimpait encore, alors j'ai dû descendre la pente pour aller préparer du café.
Je venais d'appuyer sur le bouton lorsque l'incident est survenu. Je me souviens d'être tombée. L'avion tanguait, mais soudain, il a basculé de ce côté. Les portières des compartiments à bagages se sont ouvertes et des objets ont volé hors des poches des passagers. Je me suis dit, Seigneur. J'avais l'impression de vivre le dernier jour de mon existence. Dans le poste de pilotage, l'équipage technique tente de reprendre le contrôle de l'appareil. Les manettes de poussée des 3 moteurs ne fonctionnent plus et l'énorme avion a perdu presque toute sa puissance motrice. Il se met à ralentir. L'avion a tout de suite perdu de l'altitude. Et puis, une des pièces endommagées m'a frappé en plein visage. Mon mari essayait désespérément de trouver une agente de bord parce qu'il fallait que je presse un linge sur mon visage pour arrêter le saignement. McCormick reprend le contrôle de l'appareil. Avec l'aide du copilote, il stabilise le DC-10. Mais l'avion est sévèrement endommagé. Have we got hydraulics? No, I've got full rudder here. La gouverne de direction de la queue qui contrôle la trajectoire de l'avion est bloquée à droite, ce qui contraint le DC-10 à virer dans cette direction. Tandis que le commandant lutte pour ramener son avion endommagé à Détroit, l'agente de bord Cydia Smith est épouvantée de voir un trou béant dans le plancher de la cabine. Les passagers me demandaient ce qu'ils devaient faire et je ne savais pas quoi leur dire. Cydia Smith a pu faire le décompte des passagers, mais sa collègue Sandra McConnell manque à l'appel. Sandra! Can you hear me? Sandra, where are you? J'ai fini par la voir sortir d'une des toilettes. Sandra doit franchir le trou béant pour rejoindre le reste des passagers. À chaque fois qu'elle avançait d'un pas, un autre bout de plancher s'affaissait. L'équipage parvient à réactiver les moteurs placés sous les ailes, mais le 3e moteur juché sur la queue de l'avion ne répond pas. Center, this is American Airlines Flight 96. We got an emergency. American 96, roger. Type of emergency? We've got a jammed rudder. We need to get down and make an approach. Avec un moteur et un gouvernail en panne, le commandant doit aussi maîtriser les gouvernes de profondeur fixées sur la queue de l'avion. Ces gouvernes lui permettent de faire grimper ou descendre l'énorme appareil. Elles répondent mollement, mais elles sont utilisables. La situation n'est donc pas désespérée. I think it's going to fly. American 96, turn for the right. Heading will be 200. Avec un contrôle partiel des gouvernes de profondeur et un gouvernail bloqué à droite, le commandant McCormick compte sur ses moteurs pour faire virer le DC-10. En augmentant la poussée d'un côté de l'avion, il pourra changer de direction, quoique fort lentement. I have no rudder control whatsoever, so our turns are going to have to be very slow and cautious. Tous les passagers s'éloignent au maximum de l'arrière du DC-10. Heureusement, l'équipage de cabine n'a qu'une seule blessure à déplorer, la coupure au visage de Loretta Kaminski. Captain! There's a hole in the back of the plane! A hole? Yes, sir! What do you want us to do? Get
everyone ready for an emergency landing. Le DC-10 du commandant McCormick est sérieusement endommagé et la vie de tous ses occupants dépend maintenant de sa capacité à faire atterrir un avion qui peut à peine voler. Moins d'une demi-heure après le décollage, en piteux état, l'appareil retourne à l'aéroport de Détroit. Les quelques minutes du voyage de retour ont été les plus longues minutes de toute mon existence. Tous les occupants de la cabine étaient persuadés qu'ils ne s'en sortiraient pas vivants. Le commandant McCormick doit augmenter la puissance motrice pour relever le nez de l'avion avant l'atterrissage. L'appareil dérive encore rapidement vers la droite. I have no rudder to straighten it out when it hits. Le DC-10 et ses 67 occupants se dirigent vers la piste d'atterrissage à une vitesse de près de 300 km/h. Mais l'atterrissage a été le moment le plus terrifiant. Après avoir touché le sol, l'appareil vire brusquement à droite. Lorsque l'avion a atterri, j'ai eu l'impression qu'il a roulé éternellement sur la piste. Un des trains d'atterrissage glisse hors de la piste et dérape sur le gazon. Malgré cet atterrissage infernal, l'avion parvient à s'arrêter à 300 mètres de l'extrémité de la piste. Okay. Engines off at your discretion. Shut him down. Toutes les femmes voulaient l'embrasser. Il a été extraordinaire. À ce moment-là, on a tous compris qu'on était encore vivants grâce à lui. Il nous avait littéralement sauvé la vie. Il y a de bons et de mauvais pilotes, mais une telle prouesse transcende ces termes. Il a fait preuve d'une habileté sans pareille. Il a dû utiliser tous ses instincts de pilote et toutes ses facultés pour demeurer calme et évaluer la situation. Puisque l'avion est en sécurité sur la piste, l'équipage a enfin l'occasion d'inspecter les dommages. Le commandant et moi avons supervisé l'évacuation des passagers. Puis nous avons marché vers l'arrière de l'appareil. En regardant l'air, nous avons vu cet énorme trou. C'était très étrange. Rien ne permet de croire que l'avion ait heurté un obstacle comme les pilotes l'ont d'abord cru. Comment un avion de ligne a-t-il pu écoper de dommages aussi importants? Le trou était si énorme que si les sièges adjacents avaient été occupés, les passagers auraient été aspirés à l'extérieur. À ce moment-là, on considérait encore l'hypothèse d'un attentat. Mais même si l'incident est survenu très soudainement, on ne découvre aucune trace de bombe dans l'appareil endommagé. Les enquêteurs commencent leur travail et découvrent que certaines parties du DC-10 n'ont pas atterri à l'aéroport de Détroit. Un étrange indice est tombé de l'autre côté de la frontière, dans la ville de Windsor, en Ontario. Un cercueil entreposé dans la soute à bagages du vol 96 d'American Airlines est découvert à 30 km de l'aéroport de Détroit, près de Windsor, en Ontario. Les enquêteurs y trouvent aussi la porte de fret arrière du DC-10. Les portes ne sont pas censées se détacher d'un avion. En fait, puisqu'il s'agissait d'un appareil flambant neuf, une telle chose n'aurait jamais dû se produire. En examinant la soute à bagages de l'avion, l'équipe d'enquête comprend que le design de la porte rend le nouvel appareil vulnérable.
La plupart des portes d'avion de ligne s'ouvrent vers l'intérieur. Ces portes sont même un peu plus grosses que l'encadrement. Lorsque la pression de l'air s'élève dans un avion à réaction, ces portes à emboîtement sont aspirées dans leur cadre. Ce type de design produit un appareil très sécuritaire. Mais la société McDonnell Douglas a opté pour des portes de fret s'ouvrant vers l'extérieur, dans le but d'augmenter la surface de stockage du DC-10. Après leur fermeture, des crochets fixés à la porte de l'avion agrippent la barre de métal des dormantes portes. Puis, par mesure de sécurité, les bagagistes rabaissent un levier qui pousse des goupilles de verrouillage à travers les crochets pour les maintenir en place. En inspectant la soute à bagages de l'avion, les enquêteurs ne découvrent aucun défaut de construction près de la porte arrachée. Mais en examinant les verrous de la porte de fret, ils réalisent que les crochets ne sont pas complètement enclenchés et que les goupilles qui doivent assurer le verrouillage de la porte ne sont pas en position verrouillée. En interrogeant le bagagiste qui avait fermé la porte de l'extérieur, j'ai tout de suite compris qu'il n'avait pas eu la tâche facile. En fait, il avait dû utiliser son genou pour forcer la porte en position. Puis, les enquêteurs font une découverte terrifiante. Il est possible de baisser le levier fixé à l'extérieur de la porte, même si les crochets et les goupilles de verrouillage ne sont pas en position fermée. L'accident de Windsor a prouvé qu'on pouvait pousser le levier pour abaisser la porte afin que la poignée s'encastre correctement, même si les goupilles de verrouillage n'étaient pas en position fermée. Cela signifie que les bagagistes peuvent s'imaginer que la porte est fermée alors qu'elle ne l'est pas. Le levier extérieur peut donc être poussé sans que la porte ne soit bien verrouillée, et l'équipage de l'avion n'en sera même pas conscient. Les goupilles de verrouillage éteindront le voyant d'alerte même si elles sont mal enclenchées. La nouvelle porte était donc une véritable bombe à retardement. Pendant qu'un avion de ligne à réaction prend de l'altitude, les différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil s'accentuent progressivement. Si une porte est mal fermée, elle va sauter avec une force explosive. Les problèmes du vol 96 d'American Airlines ont commencé lorsque l'avion a pris 3500 mètres d'altitude. La porte de fret a explosé et le cercueil entreposé dans la soute à bagages a été aspiré hors de l'avion. Dès que la pression de l'air emprisonné à bord du DC-10 est relâchée, tout ce qui n'est pas solidement attaché est attiré vers l'extérieur. C'est une expérience surprenante. Tout l'air emmagasiné dans cette enceinte sous pression cherche à en sortir au même instant. Plus l'avion est gros, plus l'air ambiant est violemment expulsé durant une brève période de temps. Mais la décompression explosive n'empêche pas un avion de voler. Pourquoi le commandant McCormick a-t-il eu tant de mal à manœuvrer le sien? Les enquêteurs examinent l'arrière de la cabine du DC-10 de plus près et apprennent que le design de l'appareil le rend extrêmement vulnérable. Lorsque la porte de fret a été arrachée, le plancher de la cabine a subi tant de pression qu'il s'est affaissé dans la soute à bagages de l'étage inférieur. Au cours de l'affaissement, le plancher a arraché certains des systèmes de contrôle essentiels de l'avion. En s'écroulant, le plancher a emporté les câbles qui contrôlaient le deuxième moteur et il a endommagé la plupart des câbles reliés aux gouvernes arrière. I think it's going to fly. Mais Bryce McCormick conserve suffisamment de maniabilité pour voler à l'horizontale. L'incroyable habileté de pilote du commandant McCormick a sauvé la vie de tous les voyageurs du vol 96. Ce qui n'efface nullement la défaillance d'un des avions à réaction les plus modernes et les plus coûteux de toute l'aviation commerciale de l'Amérique du Nord.
L'incident de Windsor soulignait un défaut flagrant. C'est ce que le NTSB a dit. Regardez, le danger est là. On peut fermer cette porte sans que les verrous ne soient complètement enclenchés. Il faut que tous les pilotes de DC-10 soient au courant de cette faille. Chuck Miller était le chef du bureau de la sécurité aérienne du NTSB. C'est lui qui doit signaler les défaillances du nouveau DC-10 et y proposer des solutions. Chuck Miller veut perfectionner le DC-10. Il en fait un point d'honneur. De son côté, la société McDonnell Douglas est anéantie par la quasi-catastrophe aérienne survenue au-dessus de Windsor. Son jouet d'1 milliard de dollars a failli dégringoler du ciel. Et si la série noire continue, la société elle-même risque de sombrer. Nous sommes le 3 mars 1974 à Paris par une magnifique journée de printemps. Voilà près de 2 ans que le DC-10 d'American Airlines a frôlé l'écrasement en Ontario. À cette époque, plus de 50 de ces nouveaux avions sillonnent le ciel partout dans le monde. Le 29e DC-10 fait partie de la flotte de Turkish Airlines. En temps normal, la dernière escale du vol qui relie la Turquie à l'Angleterre accueille peu de passagers. Mais aujourd'hui, le DC-10 est plein à craquer. Des voyageurs épuisés s'emparent de tous les sièges vacants. La grève d'une ligne aérienne britannique les contraint à rentrer à Londres par n'importe quel vol disponible. Wendy Wheel est l'un de ces voyageurs de dernière minute. Le jeune mannequin a terminé une séance de photos à Madrid et elle veut rentrer chez elle. On était mariés depuis environ 18 mois et on songeait à avoir un bébé. Je crois qu'elle avait du succès comme mannequin, non seulement parce qu'elle était très jolie et douée pour ce métier, mais aussi parce que les photographes l'aimaient bien. Elle était agréable d'approche et peu compliquée. À cause de l'embarquement des nouveaux passagers, le vol a pris du retard et les membres de l'équipage technique ne sont pas les seuls à attendre. À l'arrière de l'avion, le bagagiste Mohamed Mahmoudi est perplexe. Devant le nombre record de passagers, il se demande s'il a bien chargé tous les bagages dans la soute. C'est tout. Vous êtes fini. Bien, j'ai l'affaire. Convaincu d'avoir terminé sa tâche, le bagagiste verrouille la porte de fret arrière. Le DC-10 est prêt à décoller. Cet après-midi-là, peu après 12h30, le vol 981 de Turkish Airlines s'élève au-dessus de Paris. Londres est à moins d'1 heure de vol. Brace control, this is Tango Hotel Yankee 981. We're at 60. Requesting clearance to flight level 230. Tango Hotel Yankee 981, you are cleared to flight level 230. 981, roger. Tandis qu'il s'éloigne de l'aéroport, le DC-10 prend progressivement de l'altitude. « 2700 mètres, 3000 mètres, 3300 mètres. L'énorme avion à réaction frémit, puis vire sur l'aile gauche.
16 secondes après le début de la crise, les pilotes luttent désespérément pour sauver l'avion. Le DC-10 pique du nez et accélère rapidement. Bring it up! Come on, goes up! I can't bring it up! She doesn't respond! Les passagers assis à l'arrière assistent à un spectacle terrifiant. 2 rangées de sièges ont carrément disparu. Et par l'énorme trou du plancher, les survivants contemplent le ciel de Paris. 7,000 feet! Hydraulics! We've lost it! L'équipage découvre qu'il n'a aucune énergie hydraulique pour contrôler l'appareil. Sans elle, ils ne pourront manœuvrer ni la gouverne de direction ni les gouvernes de profondeur. Même s'il est privé de ses systèmes hydrauliques, l'avion se redresse graduellement. Mais il est trop tard. Le DC-10 vole encore à une vitesse de près de 800 km/h. Le vol 981 n'a même pas atteint la Manche. 9 minutes après le décollage, l'avion de Turkish Airlines est le théâtre du pire écrasement de l'histoire de l'aviation commerciale. À Londres, on annonce que le vol a pris du retard. Puis les nouvelles de l'écrasement sont diffusées. Je suis allé au guichet pour leur demander ce qui se passait. Et la réaction de l'homme debout derrière le comptoir m'a tout de suite fait craindre le pire. There's barely anything left here that's recognizable as being a part of an aircraft. Puis j'ai regardé la télévision et j'ai songé, j'espère qu'elle est morte. Parce que le carnage de la forêt de Senlis me rappelait les tranchées des films de la Première Guerre mondiale. Le DC-10 se désintègre au moment de l'impact. Il transportait 346 personnes. Il n'y a aucun survivant. C'était une scène apocalyptique. Les débris, des articles personnels, des bouts de câblage électrique, des restes humains couvraient le sol. On ne pouvait poser le pied nulle part sans avoir peur de fouler les restes d'un être humain. J'en fais encore des cauchemars, même après 33 ans. En second lieu, les enquêteurs sont conduits à un champ situé à 15 km du lieu de l'écrasement. Ils y trouvent un morceau du fuselage et 2 rangées de sièges provenant du DC-10 accidenté. Étrangement, ils sont tombés de l'avion avant qu'il ne s'écrase dans la forêt. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux, les corps des passagers bouclés dans ces sièges ont déjà été emportés. Mais ces débris vont aiguiller l'enquête dans une direction pour le moins troublante. Puisque l'écrasement du vol 981 de Turkish Airlines impliquait un avion de fabrication américaine, l'expert du NTSB Chuck Miller participe à l'enquête. Pour la 2e fois en 2 ans, il va examiner la carcasse d'un DC-10. À mon avis, Chuck Miller devait fort probablement croire qu'on avait corrigé le problème après l'accident de Windsor. L'équipe d'enquête réalise rapidement que le morceau de fuselage retrouvé en France est la porte de fret arrière du DC-10. C'est une répétition flagrante de l'accident de Windsor. Chuck Miller est estomaqué. Pourquoi n'avait-on pas réglé le problème? En voyant la porte, il a tout de suite compris que le design n'avait pas été modifié. Et je crois qu'il a ressenti une immense colère. Miller pose un geste inhabituel. Même si l'enquête en est à ses débuts, il donne un tuyau important au journaliste Paul Eddy.
Je lui ai demandé, savez-vous comment cette porte a pu se détacher de l'avion? Il m'a répondu, oui, à votre place, j'irai enquêter à Windsor, en Ontario. Hello. I'm Chuck Miller. Miller partage ses soupçons avec les enquêteurs de l'équipe française. Please pass these around. These were taken on June 12th, 1972, right after the incident. Now, we had an American Airlines flight from Detroit to Buffalo have its cargo door blow off. Durant la longue enquête déclenchée par l'accident du vol 96 d'American Airlines, un élément crucial a-t-il été négligé? Et l'énorme gros porteur de la société McDonnell Douglas souffrirait-il d'un second vice de fabrication? Après le rapport de Chuck Miller, les enquêteurs français examinent la porte de fret de plus près. Et ils font une découverte scandaleuse. Le problème n'a rien de nouveau, car l'accident du vol 96 s'est simplement répété de façon meurtrière. Les crochets de sécurité conçus pour bloquer la porte de fret ne sont pas verrouillés. Et comme 2 rangées de sièges ont été aspirées hors du DC-10 au-dessus de Paris, il est évident que le plancher de l'avion s'est affaissé, comme il l'avait fait au-dessus de Windsor. It looks like we're going to hit the ground! I can't bring it up! Doesn't respond! En fait, lorsque les enquêteurs écoutent les conversations du poste de pilotage, ils comprennent que les pilotes turcs étaient encore moins en contrôle de leur appareil que l'équipage technique du vol 96 d'American Airlines. We need to get down and make an approach. I think it's going to fly! À Windsor, le commandant McCormick avait pu redresser son avion et le faire atterrir en douceur. Mais 2 ans plus tard à Paris, tous les systèmes hydrauliques ont été détruits au cours de l'accident. Le fluide hydraulique permet aux pilotes de manœuvrer la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur de la queue. Sans lui, l'équipage n'avait aucune chance de sauver l'avion du désastre. Le problème fondamental, c'est que le vol 981 transportait 5 fois plus de passagers. En s'affaissant, le plancher de l'avion a donc exercé une énorme pression qui a littéralement arraché tous les câbles et les systèmes de contrôle installés à l'arrière. Il nous fallait découvrir pourquoi le design de la porte n'avait pas été modifié. Pourquoi une société importante, respectée dans l'industrie, avait-elle délibérément omis de rectifier son erreur? Moins d'1 mois après la quasi-catastrophe aérienne de Windsor, le NTSB avait fait 2 recommandations formelles. Chuck Miller et son équipe avaient suggéré des modifications au mécanisme de verrouillage de la porte de fret. Ils voulaient s'assurer que les bagagistes soient incapables de pousser le levier extérieur sans que les goupilles de verrouillage ne soient bien enclenchées. Ils avaient également suggéré l'ajout des vents d'aération dans les planchers de tous les DC-10. De cette façon, la cabine pressurisée pourrait s'équilibrer et le plancher demeurerait en place. Mais au cours des 2 ans qui ont suivi le premier accident, aucune des 2 recommandations n'a été exécutée. Aux États-Unis, la sécurité aérienne est confrontée à un problème important depuis très longtemps. Le rôle du NTSB est de découvrir les raisons d'un accident et de soumettre des recommandations pour prévenir d'autres accidents du même genre. Mais il ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel. Le problème est que les représentants du NTSB doivent s'adresser à la FAA et lui dire « Nous voulons que ces recommandations soient exécutées ». Si la FAA émet une directive de navigabilité, les avions concernés sont interdits de vol jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées.
Malgré la gravité du vice de fabrication du DC-10, aucune directive de navigabilité n'a jamais été transmise. À l'époque, un simple engagement d'honneur entre les dirigeants de la FAA et de la société McDonnell Douglas avait remplacé la directive. L'engagement d'honneur est la cause profonde de l'écrasement de Paris. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Si la directive de navigabilité avait été émise comme elle aurait dû l'être après Windsor, la catastrophe de Turkish Airlines aurait été évitée. Cet accident n'aurait jamais dû avoir lieu. La société McDonnell Douglas a assuré la FAA qu'elle réglerait volontairement le problème, car une directive de navigabilité aurait entaché la réputation du nouveau DC-10. Ils craignaient surtout que le public ou une des lignes aériennes susceptibles d'exploiter leurs avions se disent « cet oiseau-là a des vices cachés ». La communication d'une directive de navigabilité, surtout lorsqu'elle vous contraint à refaire vos plans et à réviser votre appareil, est le pire cauchemar d'un fabricant. McDonnell Douglas avait tout de même modifié sa porte de fret. Un judas avait été installé au bas de la porte afin que les bagagistes puissent vérifier l'enclenchement des goupilles de verrouillage. De plus, plusieurs panneaux d'avertissement avaient été fixés aux portes de fret. Et la société avait effectué d'autres réparations. Elle avait fait augmenter la longueur des goupilles de verrouillage et fixé une plaque sur la face intérieure des portes. Cette plaque devait empêcher le bagagiste de pousser le levier tant que la porte ne serait pas correctement fermée. Mais chacune de ces soi-disant solutions entraîne de nouveaux problèmes. De nombreux bagagistes ignorent la fonction du nouveau judas. À l'aéroport de Paris, le bagagiste du vol 981 pouvait lire et parler 3 langues, mais pas l'anglais, et les panneaux étaient tous rédigés dans cette langue. La plaque de support qui devait assurer la sécurité du mécanisme n'avait jamais été fixée à la porte de fret du vol 981. Encore une fois, aucun inspecteur indépendant de la FAA n'est venu vérifier chaque avion avant d'y apposer son sceau, parce qu'aucune directive de navigabilité n'avait été transmise. Au cours des années qui suivent la catastrophe aérienne de Turkish Airlines, un nombre incroyable de poursuites sera engagé en Californie. Dans quelques instants, la fin tragique du DC-10 nous réserve une dernière surprise. En 1974, un nombre sans précédent de poursuites judiciaires sont intentées contre la société McDonnell Douglas. Les familles des passagers morts dans la forêt de Senlis, près de Paris, cherchent des responsables. Au fil du temps, j'apprenais de plus en plus de détails au sujet de l'écrasement. J'ai fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un accident au sens strict du terme, mais d'une catastrophe évitable. J'ai donc voulu démasquer les coupables. Au cours des semaines précédant le procès, les avocats impliqués dans la poursuite ont accès à toute l'histoire du développement du DC-10. Ils ne sont pas les seuls. Le journaliste Paul Eddy épluche fébrilement les mêmes dossiers. Nous voulions absolument mettre la main sur ces documents et ces témoignages. Heureusement, quelqu'un nous a fait parvenir la clé du dépôt d'archives, et nous y allions la nuit. Il y avait une énorme pile de documents accumulés, et il nous a fallu en lire une bonne partie avant de découvrir le fin mot de l'histoire. Après avoir consulté une tonne de documents, Paul Eddy fait une découverte renversante. Il s'agit d'un mémo écrit par Don Applegate, le directeur de l'analyse de produits de Convair, la société chargée de fabriquer la porte de fret pour McDonnell Douglas. On a su qu'on les tenait, après avoir mis la main sur le mémo de Don Applegate, qui leur signalait l'apparition certaine de problèmes de ce genre. Le mémo représente une charge terrible contre les portes de fret manufacturées pour le DC-10, ainsi que l'absence des vents au niveau du plancher des cabines. Il prévient McDonnell Douglas que tôt ou tard, les portes de fret causeront une catastrophe importante. L'avion a démontré une prédisposition inhérente
aux défaillances catastrophiques en cas de décompression explosive de la soute à bagages. Le mémo, écrit quelques semaines avant la quasi-catastrophe de Windsor en Ontario, recommandait la modification immédiate du design des portes du DC-10. On les tenait, car on savait qu'ils avaient toujours été au courant. Au cours du procès, la partie poursuivante fait une autre découverte. Certes, McDonnell Douglas était au courant des problèmes du DC-10 après l'accident de Windsor, mais il en était également conscient durant le processus de développement de l'appareil. 4 ans avant l'écrasement de Paris, 2 ans avant l'accident de Windsor, la même porte de fret avait raté une épreuve de pression. La société savait qu'il y avait un problème, mais elle n'a pas modifié le design de sa porte. J'avais du mal à croire qu'une grande société, McDonnell Douglas à l'époque, puisse faire une telle chose, qu'elle soit prête à risquer la vie de gens ordinaires pour une question d'argent. On parle carrément de la technologie de la pierre tombale. L'industrie de l'aviation a toujours tenu compte de l'argent investi. Et malheureusement, il est vrai que trop souvent, on attend que trop de gens soient morts avant de dire « En fait, il va falloir dépenser l'argent nécessaire pour régler ce problème-là. » Le mémo de Don Applegate, appuyé par d'autres informations dévoilées durant le procès, mène à l'un des plus importants règlements de l'histoire de l'aviation. La société McDonnell Douglas doit verser plus de 80 millions de dollars aux familles des victimes. Après l'écrasement de Paris, des modifications infaillibles sont enfin apportées aux portes de fret des DC-10. Cette fois, rien n'est laissé au hasard. La FAA transmet une directive de navigabilité inflexible. Les portes du DC-10 ne s'ouvriront plus jamais en plein vol. Et cette directive donne des résultats. Après l'accident de Paris, il n'y aura plus jamais d'incident grave impliquant les portes de fret d'un DC-10. Mais les antécédents de l'avion et le caractère très concurrentiel de l'industrie ont un impact important sur son avenir. McDonnell Douglas a vendu bien moins de DC-10 commerciaux qu'elle ne l'escomptait avant la mise en marché de l'appareil. La plupart des pilotes qui ont volé sur le DC-10 au fil des ans aiment bien cet avion. Il est probablement un peu plus lourdeau que le 747, ses commandes de vol sont moins maniables, mais c'est quand même un bel oiseau. Néanmoins, l'appareil et son concepteur resteront à jamais associés à l'horrible écrasement de Paris. En définitive, la société McDonnell Douglas elle-même disparaît après avoir été rachetée par Boeing en 1996. Dans la forêt de Senlis, on a érigé un monument en mémoire des morts du vol 981. C'est un rappel éternel d'un des accidents les plus troublants de l'histoire de l'aviation. On n'oublie jamais. J'ai poursuivi ma vie pendant une bonne trentaine d'années, mais je ne l'ai pas oublié. Aujourd'hui encore, les gens considèrent sa mort comme un accident. Mais c'est faux. Chaque jour, des millions de bagages arrivent dans les aéroports des 4 coins du monde. Et leurs propriétaires s'attendent à les retrouver dès qu'ils toucheront terre. Les valises subissent un balayage et une inspection. Elles sont ensuite triées et acheminées vers des milliers de vols différents.
Mais l'une d'entre elles a provoqué une enquête unique dans l'histoire de l'aviation. Et a rendu les vols actuels plus sécuritaires. I want my bag checked through to Delhi. Tôt le matin, le 23 juin 1985. Un 747 vole à 9500 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Ce gros porteur s'est vu attribuer le surnom de Kanishka en l'honneur d'un empereur indien. Parti du Canada, l'avion se dirige vers Londres avant de continuer sa route vers New Delhi. Il vole depuis 4h30. Le commandant de bord, Hansen Narendra, est un pilote expérimenté d'Air India. Satwinder Binder est aussi commandant, mais aujourd'hui, il occupe le poste de copilote. Tandis que l'avion s'approche des côtes, le copilote Binder s'entretient avec le commissaire de bord. Yes, sir? Inshaw, do me a small favor. At the back of the plane, seat 54, a boy is sitting there. He just wanted to have a look in the cockpit. Can I tell him now? After about 15 to 20 minutes. « 329 personnes se trouvent à bord du 747. Bon nombre d'entre elles se rendent en Inde pour visiter leur famille ou leurs amis. C'est le cas de Vishnu Pada qui voyage avec ses deux filles. Leur mère Lata est déjà en Inde. On avait décidé de prendre de longues vacances en famille, car c'était le bon moment. À 8h06, le copilote Binder établit le contact radio avec le contrôle de la circulation aérienne d'Irlande. Shanwick, Air India 182, good morning. Station calling Shannon. Go ahead again, please. Thomas Lane et Michael Quinn travaillent au contrôle de la circulation aérienne de Shannon. Air India 182 is 51 north, 15 west at level 310. Estimate FIR at 0735. Air India 182, Shannon, roger. Cleared for London, flight level 310. Air India 182 is cleared to London, maintain 310. Do you want to come up front now? Yeah. Okay. Let's go. La tour de contrôle de Shannon connaît une matinée tranquille. Les contrôleurs aériens surveillent seulement 3 avions. Pourtant, un fait étrange se produit. The signals are all jumbled up. Les signaux ont fusionné, ce qui nous empêchait de relever les indicatifs d'appel et les niveaux de vol des 3 aéronefs. Le 747 d'Air India vole à 9450 mètres. Un avion de la TWA se positionne à environ 1200 mètres au-dessus de l'appareil, tandis que le vol de Canadian Pacific Airlines prend place 630 mètres plus haut et se dirige tous vers l'est. Puisque les 3 avions sont empilés l'un sur l'autre, leurs signaux se confondent sur l'écran radar bidimensionnel. Tom avait séparé les signaux à l'aide de la boule de commande. Deux des signaux réapparaissent sur le radar, mais celui du vol d'Air India a mystérieusement disparu. Air India is not showing up. Hold on a minute.
Air India 182, do you read? Air India 182, this is Shannon, do you read? Over. Il est maintenant 8h14. J'ai eu un mauvais pressentiment. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai téléphoné. Yes, it's Michael Quinn at Shannon. We have a plane off radar. Habituellement, on lance un appel de détresse pour l'équipe de recherche et sauvetage si la tour de contrôle n'a pas eu de réponse au bout de 20 minutes. Le vol d'Air India ne répond plus depuis moins de 60 secondes. Quelques navires entament des recherches pour retrouver l'avion. La dernière position connue du 747 est à environ 290 km au sud-ouest de Cork. 2 heures après la disparition de l'avion, un navire de charge canadien confirme le pire des scénarios. Des membres d'équipage aperçoivent les débris de l'épave et des canots de sauvetage dégonflés flottant sur l'océan Atlantique. Puis, ils voient les premiers corps. Et il est manifeste qu'aucun voyageur n'a survécu. En Inde, Lata Pada attend son mari et ses 2 enfants, lorsque son frère lui apprend la mauvaise nouvelle. Il m'a fait asseoir avant de me dire qu'un terrible accident venait de se produire. J'étais sous le choc. J'essayais d'assimiler cette information, mais en même temps, je me demandais déjà comment je pourrais vivre sans eux. Des dizaines de corps sont envoyés à Cork. Beaucoup d'autres suivront. Une tâche colossale attend les enquêteurs. Ils doivent découvrir comment les voyageurs sont morts et surtout ce qui a causé l'écrasement du vol 182 d'Air India. La ville de Cork compte 130 000 habitants. Située sur la côte sud de l'Irlande, elle a longtemps abrité un port d'une importance capitale. Le 23 juin 1985, une horrible cargaison débarque sur ses quais. Quelques heures après l'écrasement du vol 182, les bateaux de sauvetage ramènent les corps et les débris d'avions jusqu'au port. Le docteur Cumin Doyle est pathologiste à l'hôpital régional de Cork. On a reçu les premiers corps un dimanche à 16h45. À minuit, il y avait 130 corps dans la morgue. Cumin Doyle et son équipe examineront les corps afin de trouver des indices susceptibles d'éclaircir les causes de l'accident. Trois policiers ont examiné les corps. Un photographe, un expert en balistique et un dentiste légiste qui a examiné leurs dents et leurs visages dans le but d'identifier les victimes. En 4 jours à peine, 132 corps sont autopsiés. On a examiné toutes les surfaces externes des corps et chaque détail a été noté minutieusement. Nous tentions de déterminer les causes des décès. Le docteur Doyle fait une étonnante découverte. Presque toutes les victimes sont mortes avant l'impact. On a décelé des signes de noyade dans 2 cas seulement, ce qui nous a indiqué que les autres victimes ne respiraient déjà plus lorsqu'elles ont été immergées. Les victimes ont une autre chose en commun, leurs vêtements déchirés.
Cet indice était très important. Des vêtements déchirés ou carrément volatilisés nous indiquaient que les victimes étaient tombées d'une altitude d'au moins 9500 mètres, donc des lieux de l'accident. Certains corps avaient les membres ballants, signe de fractures aux hanches, aux épaules ou à d'autres articulations. H.S. Cola est enquêteur en chef dans l'affaire de l'écrasement d'Air India. Ses membres ballants lui révèlent que les passagers n'étaient plus dans l'avion lorsqu'il a percuté l'océan. Ces blessures sont typiquement causées par une chute brutale. Elles correspondaient à celles d'un passager violemment projeté hors d'un avion en plein vol. Les autopsies ont démontré que l'avion s'est démantelé à haute altitude. Les passagers ont été projetés dans les airs bien avant qu'ils ne s'écrasent. Les blessures nous ont permis de déduire que l'avion avait été détruit à 9500 mètres d'altitude. Mais elles ne nous ont pas révélé les causes de l'accident. Aux yeux des enquêteurs, la récupération des deux boîtes noires est primordiale. L'une d'elles a enregistré les conversations du poste de pilotage et l'autre, l'information technique du plan de vol. Les deux enregistreurs sont munis de radiophares qui envoient des signaux à une fréquence attitrée. Mais leur récupération représente un travail de titan, car les boîtes noires se trouvent à plus de 2000 mètres sous l'eau. Et leur signal radio s'éteindra au bout de 30 jours. Le journaliste Salim Jiwa a étudié la tragédie du vol 182. Comme il fallait rapidement retrouver les boîtes noires, 3 pays ont participé aux recherches. L'Angleterre, l'Irlande et l'Inde. Tandis que les recherches continuent, H.S. Cola et son équipe analysent le livret technique de maintenance de l'avion. Ils veulent savoir si une défaillance non décelée aurait pu causer la perte du 747. Ils découvrent une importante information. L'appareil d'Air India possédait 5 moteurs à réaction. Normalement, un 747 est équipé de 4 moteurs. Mais ce type d'avion a été conçu pour transporter un moteur en panne sous ses ailes, où le personnel de piste le fixe à un support, comme il l'avait fait pour le vol 182. Un moteur laissé derrière par un autre avion avait été monté sous l'aile de l'avion. Le moteur additionnel crée une importante résistance du côté gauche de l'avion. Si les pilotes ne font pas le nécessaire pour corriger le problème, l'avion virera automatiquement dans cette direction. On a longtemps cru que le 5e moteur avait causé la destruction de l'aile. Les enquêteurs apprennent également que certaines pièces internes du 5e moteur avaient été enlevées et entreposées dans la soute du 747. Ces pièces étaient si grosses qu'on a dû enlever une partie de la porte de la soute pour faciliter la tâche du personnel. D'autres pièces du moteur ont été placées à l'arrière de l'avion. Les 747 peuvent facilement supporter une telle charge. Il s'agissait d'une opération de routine. Mais un remontage inadéquat de la porte de soute aurait pu provoquer une décompression explosive. En 1974, peu après son décollage de Paris, un avion de Turkish Airlines a perdu une porte de soute en plein vol. La brutale décompression a détruit l'appareil et tué tous ses passagers. L'enquêteur Cola est confronté à 2 coupables potentiels, la porte de soute ou le 5e moteur. Seuls les enregistrements des boîtes noires pourront élucider le mystère. Ils doivent être récupérés sans délai.
Environ 2 semaines après le début des recherches, l'enregistreur de conversation et l'enregistreur de bord sont enfin localisés. Mais il sera difficile de les récupérer car ils reposent au fond de l'océan. L'avion se trouvait à 1800 mètres de la surface et cette profondeur représentait un obstacle majeur. On fait donc appel à un véhicule submersible. Même s'ils savent où se trouvent les enregistreurs et qu'ils disposent d'un appareil sophistiqué, les sauveteurs ne pourront les remonter qu'à la 4e tentative. Estimate FIR at 0735. Air India 182, Shannon, Roger. Cleared for launch. À l'aide des 2 enregistreurs, l'enquêteur Kola espère élucider les causes de cette tragédie. Si l'avion éprouvait des problèmes, l'équipage en aurait parlé. Ce ne serait pas resté sous silence. Mais lorsqu'il écoute l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, Kola ne remarque rien d'anormal. Après leur dernier appel radio à la tour de contrôle de Shannon, les pilotes ont discuté des scellés douaniers, une étape de routine avant chaque atterrissage. They want about 30 custom seals. Customs? Yeah, custom seals to seal the bar before its arrival. La conversation se termine brusquement. Ensuite, on n'a plus rien entendu. L'enregistrement n'a révélé aucune anomalie dans le poste de pilotage, aucune situation d'urgence. Il s'agissait de conversations normales. L'enregistreur de bord ne dévoile rien d'inquiétant non plus. L'enquêteur Kola se penche donc sur des détails techniques comme la vitesse, l'altitude et des dizaines d'autres informations de vol. Le moteur supplémentaire a effectivement fait incliner l'avion, mais la gouverne a été positionnée à 11 degrés vers la droite pour le rééquilibrer. L'équipage a fait exactement ce qu'il fallait pour contrebalancer la résistance causée par le 5e moteur. Le vol nous a paru normal jusqu'à la toute dernière seconde. Après avoir analysé les 2 boîtes noires, l'enquêteur Kola ne sait toujours pas ce qui a causé la disparition du 747 de l'écran radar de Shannon. Mais l'absence d'indices est une preuve en elle-même. Les 2 enregistreurs étaient alimentés par les moteurs de l'avion. Et ils ont tous les 2 cessé d'enregistrer en même temps à 8 heures, 14 minutes et 1 seconde. Les problèmes qu'a connus le 747 devaient être très graves étant donné la défaillance simultanée du système électronique et des enregistreurs. Les pilotes n'ont même pas eu le temps d'intervenir. Selon les enquêteurs, 2 scénarios pourraient expliquer l'accident. Une violente décompression ou un attentat à la bombe. Ils examinent certains débris qui flottaient à la surface. Mais il s'agit d'une partie infime de l'appareil. Et aucun de ces débris n'éclaire les enquêteurs. On savait qu'il n'y avait pas eu d'incendie, que l'avion fonctionnait normalement et que tout se passait bien dans le poste de pilotage. Bref, on avait étudié toutes les possibilités sans trouver de réponse à nos questions. Pour découvrir les causes de l'accident, il nous fallait absolument examiner l'épave qui gisait au fond de l'océan. Mais sur quelle partie de l'avion les enquêteurs doivent-ils s'attarder? Les boîtes noires ont été repérées sans difficulté grâce à leurs émetteurs radio. Par contre, les autres débris du 747 sont éparpillés tout au fond de l'océan, dans une zone de 16 km de long par 6 km de large. Comment les enquêteurs pourront-ils trouver l'indice qui leur permettra d'élucider le mystère? Roy Truman est un spécialiste de la récupération en eau profonde. On lui demande d'effectuer une mission impossible. Retrouver des pièces de gros porteurs enfouis au fond de l'océan. Parmi les centaines de milliers de débris, il devra trouver ceux qui sont à l'origine de l'accident mortel. Jusqu'à ce jour spécifique, on avait seulement récupéré des petits avions. Cette fois, il fallait ramener les débris d'un énorme 747.
On ignorait même la taille des vestiges qu'on allait trouver. Les enquêteurs savent très bien qu'il est impossible de repêcher toute l'épave. Il faut plusieurs heures pour remonter un seul élément. Mais le véhicule submersible pourra filmer et prendre des photos qui aideront les enquêteurs à choisir les débris qu'on remontera à la surface. Même s'ils cherchent une aiguille dans une botte de foin, les enquêteurs espèrent toujours découvrir ce qui a réduit le 747 en miettes. Mais l'automne approche et les enquêteurs devront bientôt abandonner leurs recherches à cause du mauvais temps. La clé du mystère repose quelque part au fond de l'océan. Les enquêteurs indiens fouillent le fond marin afin de savoir pourquoi le vol 182 s'est écrasé. Tandis que les recherches continuent en Irlande, au Canada, on soupçonne que la tragédie d'Air India n'était pas un simple accident. Lorsque les policiers passent en revue la liste des passagers du 747, ils remarquent un nom. De nombreux passagers du vol 182 ont embarqué à Vancouver, où ils avaient fait escale. Ils devaient continuer leur voyage vers l'Inde à bord du vol 182. Mais au moment du départ, un passager qui avait pourtant acheté son billet manquait à l'appel. Le billet avait été acheté par un monsieur Singh. Il n'y avait pas de prénom, juste une initiale. Il s'agissait d'un nom fictif et cette personne n'avait jamais eu l'intention de prendre cet avion. Monsieur Singh n'est peut-être pas monté à bord, mais il s'est présenté à l'enregistrement. Next, please. On your way to Toronto? And I want my bag checked through to Delhi. Sir, I can't do that. Your reservation is only confirmed to Toronto. Oh, I am confirmed. This is my ticket. Jeannie Adams est une des préposées aux billets de la société Canadian Pacific. Mr. Singh, you are on standby to Delhi. I can't. But then I have to pick up my bag. I can't check your bags through to India if you are not confirmed. But I am indeed confirmed. Wait. I'll get my brother. He'll tell you. Au moins 30 personnes attendent devant le guichet. Can't do that, sir. Your reservation. La préposée n'a pas de temps à perdre. Oh, okay. I'll check it through. But you have to check with Air India when you get to Toronto. Your seat is 10B. Même si M. Singh ne possède pas de billet pour l'Inde, on enregistre sa valise. Mais personne ne remarquera qu'il n'est jamais monté à bord de l'avion. Elle n'a pas respecté les règlements. Elle n'aurait jamais dû effectuer une correspondance intercompagnie vers New Delhi. Mais elle a été malmenée et dominée par M. Singh devant tout le monde. Et à son grand regret, elle a fini par lui donner raison. Lors de son enregistrement à Vancouver, la valise marron de Singh n'a éveillé aucun soupçon. Comme le vol d'Air India était un vol international, la valise a subi une série d'inspections plus strictes à son arrivée à Toronto. This is what it will sound like. John de Souza est un agent de sécurité pour Air India. La journée du vol fatidique, il a fait une petite démonstration d'un détecteur à explosifs à l'intention des bagagistes à Toronto. Les produits chimiques d'une allumette ont déclenché le dispositif, comme l'auraient fait les produits d'une charge explosive. Okay. On a utilisé un détecteur portatif pour remplacer l'appareil de radioscopie qui balaie généralement tous les bagages, mais qui était hors d'usage ce jour-là. L'agent de sécurité a balayé les bagages. Tout lui semblait normal, jusqu'à ce qu'il atteigne la valise marron. Le dispositif se déclenche, mais il n'émet pas le son entendu durant la démonstration.
On a donc transporté la valise explosive à bord de l'avion à destination de l'Angleterre. Au moment où le vol 182 d'Air India survole l'océan Atlantique avec la valise de M. Singh, une explosion survient à l'aéroport Narita de Tokyo. 2 bagagistes meurent et 4 personnes sont blessées. Une bombe a été dissimulée à l'intérieur d'un autre sac de voyage en provenance de Vancouver. Il devait être embarqué dans un 2e avion d'Air India. La valise a explosé au sol avant qu'on la mette dans la soute de l'avion. Les bagagistes japonais ont peut-être manipulé trop brusquement la valise avant de la placer sur le transporteur à courroie. Un scénario identique à celui de Vancouver s'est produit à Tokyo. Un passager a enregistré son bagage sans monter à bord de l'avion. Des informations troublantes relient l'explosion de Tokyo au vol 182 d'Air India. Les billets d'avion des 2 suspects ont été achetés le même jour par le même homme. La catastrophe du vol 182 s'est soudain transformée en complot à l'échelle internationale. À cause des similarités entre les 2 incidents, les enquêteurs postés en Irlande s'intéressent aux indices découverts par les policiers de Tokyo. Les experts légistes arrivent à l'aéroport de Narita peu de temps après la tragédie. Des éléments de preuve jonchent le site de l'explosion. L'attentat à la bombe de Narita s'est produit dans un endroit assez restreint, contrairement à l'accident du vol 182 d'Air India, où il était difficile de récupérer les débris qui reposaient sur plus de 14 km au fond de l'océan. D'une certaine façon, on a eu de la chance que l'engin explosif éclate dans cet espace réduit. On retrouve des morceaux de métal et des cartes de circuit imprimées encastrées dans les murs. Des résidus explosifs sont collés à des fragments provenant du contenant de la bombe. Étonnamment, les experts légistes japonais ont pu découvrir des débris et des fragments qui ont permis à la police nippone d'identifier le véhicule utilisé pour transporter la bombe. On peut même apercevoir des numéros de série sur certains débris. Ces indices démontrent que la bombe avait été placée à l'intérieur d'une chaîne stéréo fabriquée par Sanyo. 2000 chaînes stéréo du même type ont été expédiées à un entrepôt situé près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elles ont ensuite été distribuées dans tous les magasins de la région. L'une de ces radios contenait la bombe qui a explosé à Narita. La police est confrontée à une tâche immense: retracer la vente de 2000 appareils. Ils peuvent avoir été vendus à n'importe qui. La plupart des magasins qui avaient reçu une de ces chaînes les ont vendus depuis des années. La chance sourit enfin aux enquêteurs lorsqu'ils entrent dans un magasin de Duncan, une petite ville située sur l'île de Vancouver. La dernière chaîne stéréo y a été vendue il y a quelques semaines. Ils ont appris qui s'était procuré la radio contenant la bombe. Les experts en explosifs se procurent un modèle identique de récepteur et ils effectuent des tests qui leur permettront de connaître la taille de la bombe de Tokyo. On a mené des expériences avec différentes quantités de dynamite afin de découvrir l'étendue des dommages causés par chacune des déflagrations. Après chaque explosion, ils comparent la taille des fragments de la radio à ceux qui ont été retrouvés à l'aéroport de Narita. Selon les experts, la radio qui a explosé à Tokyo devait contenir 4 bâtons de dynamite.
Mais cette quantité de dynamite aurait-elle suffi à faire exploser un gros porteur? Connaissant la puissance de la bombe de Narita, il dépose la même quantité de dynamite à l'intérieur d'un conteneur rempli de bagages. L'explosion est dévastatrice. Toute décompression causée par une explosion provenant de la soute à bagages peut entraîner des conséquences désastreuses. 4 bâtons de dynamite peuvent très facilement faire exploser un avion. Des marques révélatrices devraient être visibles sur les restes du vol 182. Les enquêteurs croient de plus en plus à un attentat à la bombe. Mais ils ne détiennent toujours aucune preuve. Les enquêteurs recherchaient non seulement une pièce brisée qui aurait pu provoquer une défaillance, mais aussi des indices révélant les origines de l'explosion, des brûlures, des taches de solvant ou même des sièges criblés de fragments. Donc, tous les débris devaient être examinés minutieusement. On a continué l'analyse de chacune des photographies en recherchant des signes d'explosion ou d'impact. Pressé par le temps, l'enquêteur Kola doit choisir les débris qu'il fera remonter à la surface. Le mauvais temps l'oblige à laisser le reste de l'épave au fond de l'océan. L'enquêteur en chef espère que les maigres indices dont il dispose prouveront la présence d'une bombe dans la soute du 747. Tous les débris recueillis sont replacés à leur position originale sur une structure artificielle de 747. Et le plancher de la soute avant suscite particulièrement l'intérêt des enquêteurs. Lorsqu'on a trouvé cette pièce de l'avion, on a remarqué qu'elle comportait des trous créés par l'expulsion très rapide de projectiles. On dénombre jusqu'à 20 trous. Dans chacun d'eux, les parois sont orientées vers l'extérieur de l'avion, un peu comme les pétales d'une fleur. C'est un signe classique d'explosion. Les enquêteurs découvrent autre chose sur la paroi latérale de la soute. Des trous identiques à ceux du plancher sont identifiés. Ils semblent aussi avoir été produits par l'explosion. L'équipe de HS Kola est maintenant persuadée qu'une explosion a eu lieu dans la soute avant de l'avion. Cette hypothèse expliquerait également pourquoi l'enregistreur de bord et l'enregistreur de conversation ont soudainement cessé de fonctionner. Comme dans les autres 747, le compartiment électronique du gros porteur d'Air India se situait sous le poste de pilotage. La plupart des systèmes électriques de l'avion se trouvent à cet endroit, et la soute à bagages avant est juste à côté. Lorsque la bombe a éclaté, la déflagration a détruit tous les systèmes électriques de l'avion. C'est la raison pour laquelle on n'entendait plus rien dans les enregistrements. Les enquêteurs sont convaincus que le vol 182 a été anéanti par une bombe. Cela n'avait rien d'accidentel. Le 747 a été victime d'un horrible crime. Personne ne se serait imaginé qu'à Vancouver, on aurait pu fomenter un plan diabolique qui se solderait par l'explosion simultanée de 2 avions. Le travail rigoureux des enquêteurs leur a permis de reconstituer les événements du 23 juin 1985. À Toronto, on a embarqué la valise de M. Singh à bord du 747 d'Air India. Elle a été ensuite placée dans un conteneur à bagages qui sera rangé à l'avant du gros porteur, à l'arrière du compartiment électronique. Tandis que l'avion traverse l'océan Atlantique, les voyageurs n'entendent pas la bombe qui égrène les dernières minutes de leur vie. They want about 30 custom seals. Customs? Yeah, custom seals to seal the bar before its arrival.
Lorsque la déflagration a pulvérisé le plancher du 747, ces fragments ont été projetés vers le plafond de l'avion, dont le fuselage s'est aussitôt ouvert. L'air pressurisé de l'avion s'est rapidement échappé, arrachant brutalement les passagers de leur siège. Le fait que les débris couvrent une zone de 14 km au fond de l'océan démontre la rapidité et la violence de la décompression explosive. Malheureusement, l'avion n'avait aucune chance de résister à une puissance aussi dévastatrice. Tandis que l'appareil plonge vers l'océan, le fuselage se désintègre sous l'effet de la pression. Après des mois de travail acharné, les enquêteurs croient connaître la cause de la tragédie aérienne d'Air India. Ils ont démontré qu'une bombe avait provoqué l'écrasement du 747. Il incombe dorénavant aux policiers d'appréhender les terroristes. Les morts du vol 182, ajoutées aux victimes de la bombe de Narita et à celles qu'elle aurait pu faire en explosant en plein vol, ont poussé les autorités à améliorer la sécurité des avions de passagers. La chasse aux terroristes continue, mais d'énormes progrès ont été accomplis en matière de sécurité. On cherche même à rendre les avions plus résistants aux explosions. En mai 1997, plus de 10 ans après l'attaque terroriste du vol 182, un 747 hors service s'apprête à participer à une expérience exceptionnelle. 2 bombes sont placées dans la soute avant et 2 autres à l'arrière de l'avion. Les tests de Bruntingthorpe devaient couronner 5 années de recherche, en prouvant que des conteneurs à bagages renforcés et un revêtement intérieur plus résistant pouvaient protéger l'intégrité d'un avion. L'avion est pressurisé afin de simuler les mêmes conditions qu'un vol en altitude de croisière. La pressurisation est essentielle dans ce genre d'expérience. La pression exercée à l'intérieur de la cabine peut causer des dégâts assez importants. C'est un peu comme si on perçait un ballon dégonflé avec une aiguille. On voit seulement un petit trou. Si on répète le scénario avec un ballon gonflé, il éclate violemment. Lorsqu'on fait détonner les bombes, le résultat est dévastateur. La puissance de la déflagration associée à la pression de l'air a complètement déchiqueté l'appareil. C'est extrêmement représentatif d'une explosion en vol. À bord d'un avion, la puissance destructrice des bombes est bien connue. Mais les tests ont démontré que de simples modifications pouvaient réduire de façon substantielle les dégâts causés par une explosion. L'une des bombes placées dans la soute arrière a été déposée dans un conteneur à bagages ordinaire, mais on a procédé autrement avec les bombes dans la soute avant. Une bombe a été mise dans un conteneur renforcé d'un matériau utilisé dans la confection des vestes pare balles. L'autre bombe a été placée dans un conteneur ordinaire placé à côté des parois muni d'un capteur de décharge. Après l'explosion, la partie avant de l'appareil est pratiquement intacte. La section où se trouvait le conteneur et les parois renforcées ne comptait pas de fissures. Mais à l'arrière de l'avion, où aucun matériau n'avait été ajouté, les dégâts étaient catastrophiques. Le conteneur ordinaire n'a rien pu faire contre la puissante déflagration. Mais dans la soute avant du 747, le revêtement protecteur et le conteneur à bagages renforcé ont absorbé la force de l'explosion. Ces modifications auraient-elles pu sauver les passagers d'Air India? Fort probablement. Les voyages aériens seraient-ils plus sécuritaires si on les mettait en pratique? Absolument. Malgré les résultats spectaculaires des tests effectués en Angleterre, les compagnies aériennes n'utilisent pas les conteneurs renforcés. Bien qu'ils soient très résistants aux bombes, leur prix est exorbitant. L'achat de ce type de conteneur n'est pas réaliste d'un point de vue économique. Ces boîtes en matériaux composites coûtent des dizaines de milliers de dollars et elles sont très fragiles. Il suffit de les manipuler avec un chariot élévateur pour altérer sérieusement leur résistance.
Dans la plupart des aéroports internationaux, l'inspection des bagages a été nettement améliorée. On fait maintenant appel à des appareils à rayons X plus sophistiqués et équipés de nombreux faisceaux balayeurs. But I am indeed confirmed. Wait. I'll get my brother. He'll tell you. Oh, okay. I'll check it through. But you have to check with Air India when you get to Toronto. De plus, les règlements concernant l'acheminement des bagages sur les vols de correspondance sont beaucoup plus sévères. Dans le cas du vol 182, le fait d'avoir embarqué un bagage sans propriétaire a été un facteur déterminant. C'est un élément clé pour épingler un terroriste ou découvrir un engin explosif. Aucun avion ne décolle avec un bagage appartenant à un passager qui n'est pas à bord. Seat is 10B. Dans le dossier du vol 182 d'Air India, la police relie finalement les attentats à la bombe aux Sikhs extrémistes vivant au Canada. Ils revendiquent un État sikh indépendant et souverain en Inde. L'homme qui a avoué avoir assemblé la bombe est jeté en prison. Le terroriste responsable des attentats meurt quelques années plus tard lors de son arrestation en Inde. Les deux criminels entretenaient des liens étroits avec la communauté sikh de la côte ouest canadienne. C'était un acte terroriste très cruel, d'autant plus qu'il a été perpétré par des Canadiens, en seuls Canadiens, et contre leurs propres concitoyens. Plus de 20 ans après la catastrophe d'Air India, l'incident est toujours aussi frais dans les mémoires. Et de nombreuses questions restent sans réponse. On ne sait toujours pas qui a enregistré les valises. L'identité de l'artisan de la bombe est connue, mais on ignore les noms de ceux qui ont collaboré à l'attentat ou de la personne qui a récupéré les billets d'avion. Un vœu de silence obscurcit encore cette enquête. En 2006, le gouvernement canadien procède à une enquête sur l'attentat à la bombe du vol d'Air India afin de connaître les circonstances exactes de l'incident. La mort terrible de toutes les victimes enflamme encore la population. Peu importe les résultats de l'investigation, les faits ne changeront pas. 329 passagers sont morts sur le coup. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu en Irlande et au Canada. On y a pleuré les victimes de la tragédie d'Air India et on s'est souvenu du jour où un attentat terroriste avait coûté la vie de tant d'innocentes victimes. Chaque jour, nous continuons notre train-train quotidien. Jusqu'à ce qu'un événement totalement inattendu se produise et détruise littéralement notre vie. C'est ce qui m'est arrivé le 23 juin 1985.